Après la géopolitique, après la géoéconomie, on va faire de la géo-PME. C'est-à-dire qu'on va descendre un peu en altitude, attention à la décompression. Euh, Lorsque j'ai eu la folie d'accepter cette invitation, d'abord j'ignorais que j'allais passer après Pascal Boniface et Pascal Lamy. Et puis on m'a demandé aussi très vite un titre pour cette intervention. Alors en général, j'ai appris à l'école que les titres, on les faisait après avoir réfléchi, après avoir fait le corps du sujet, on avait l'introduction et le titre. Et là, on me demandait le titre avant même que j'ai réfléchi. Alors j'ai balancé comme ça, développement durable et relocalisation. Et après avoir réfléchi, je vous rassure, je maintiens ce titre. J'aurais simplement mis quelques aménagements. Au lieu de développement durable, j'aurais peut-être parlé de respect de l'environnement. Au lieu de relocalisation, j'aurais repris l'expression de Pascal Lamy qui est la déglobalisation, une certaine forme de déglobalisation. Et puis j'aurais ajouté un troisième thème qui est l'adaptation du management, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence adaptative. Comme les grands défis du Covid. Au fond, la question qui était posée, c'est de dire quels sont les défis du Covid si on sort du Covid, hein, quand on en sera sorti bien sûr, ou en tout ou partie, et les défis durables, pas conjoncturels. Alors, je ne résiste pas quand même à vous présenter Redzel, si j'y arrive, en quelques mots, car je crois que moi, je suis à la tête d'une entreprise agroalimentaire et il est probable que le propos serait totalement différent si j'étais à la tête d'une entreprise dans le digital ou dans les produits d'hygiène. On a quand même des problématiques un peu différentes. Donc moi, je représente une PME dans l'agroalimentaire. Euh, on est surtout dans les pickles, c'est-à-dire tout ce qui se conserve au vinaigre, c'est-à-dire qu'on part du produit agricole, on fait des sauces, on fait des moutardes, mais le principal de notre business, c'est le cornichon, les oignons, les capres, les olives. On part du produit agricole, on est dans les filières agricoles. Euh, Ensuite, nos consommateurs, c'est évidemment, comme tous les produits alimentaires, le grand public et les restaurateurs. Le grand public, c'est vous, hein, c'est les consommateurs tous les jours qui vont dans les magasins. Et les restaurateurs qui sont très importants pour nous. Nos clients, très importants parce que nous, on ne travaille pas directement avec les consommateurs. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Et on a des clients, ils s'appellent Migros, Coop, Auchan, Intermarché, Système U, Carrefour, Leclerc, EDECA, Walmart, je ne vais pas tous vous les citer. Et ce sont aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, ceux qui ont le pouvoir dans l'agroalimentaire. Euh, on est une petite PME, 100 millions de chiffre d'affaires et 500 collaborateurs, mais on est assez complet, puisque vous voyez sur ce tableau qu'on est en France avec 2 usines, en Suisse avec une usine, et on est aussi dans des pays plus lointains, comme l'Inde et le Sri Lanka, où nous sommes installés à partir de zéro, hein, en start-up, pour développer des filières agricoles. En Inde, aujourd'hui, on travaille en direct avec 5000 agriculteurs pour nos cornichons, hein, pour faire venir des cornichons, et on a démarré le Sri Lanka. En France et en Suisse, on travaille avec le local, mais aussi l'Europe centrale. Donc voilà, on est très lié à l'agriculture. Donc on est une entreprise, je crois, petite, mais assez représentative du monde agroalimentaire. Un autre mot, notre activité, c'est la restauration et c'est le grand public. Nous faisons beaucoup de marques distributeurs, ce qu'on appelle le private label, c'est-à-dire qu'on travaille pour la... Si vous allez en France, vous allez chez Carrefour, Intermarché, Système U, vous avez 8 chances sur 10 que le cornichon, ce soit nous qui le faisions. Migros, on est très très lié à Migros, très lié à la Coop. Donc on a à la fois la marque des clients et notre propre marque, ce qui fait qu'on est très lié à la politique des grands distributeurs. Voilà pour planter le décor. Euh, un mot quand même sur comment on a traversé le Covid, et après je reviendrai au thème qui m'a été proposé, c'est les défis à long terme. Le Covid, vous savez, nous a frappé en février-mars 2020, et on s'est mis en mode tempête, c'est-à-dire que très vite, on a réduit les frais. Très vite, j'ai dit à mes collaborateurs, n'essayez pas de calculer vos primes de fin d'année, il n'y en aura pas. Le budget de l'année suivante, les augmentations de salaire, il n'y en aura pas. Et on s'est mis en mode tempête avec réduction des frais. Parallèlement à ça, il y a eu une extraordinaire augmentation des ventes, ce qu'on appelle le retail, des supermarchés. Il y a eu des plus 20 et plus 30%, qui n'ont pas totalement compensé la perte de la restauration, mais quand même qui ont été très fortes. Donc au total, l'année 2020, paradoxalement, n'a pas été si mauvaise pour des entreprises comme la nôtre, puisque d'abord on a réduit les frais, et ensuite on a augmenté notre chiffre d'affaires avec la grande distribution.
Par contre, en 21, c'est plus dur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se mettre éternellement en mode tempête. On doit investir dans le développement, bien sûr dans nos usines, mais aussi sur les hommes, sur les salaires, sur un certain nombre de sujets. Et donc, paradoxalement, l'année 21 pour nous, et je crois pour d'autres industries comme la nôtre, va être plus compliquée que l'année 20. Pour l'année 22, je ne peux pas vous dire encore. Ce que je peux vous dire, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'on part sur une inflation considérable sur plusieurs termes et que pour nous, notre challenge des prochaines semaines, des prochains jours, maintenant, aujourd'hui, c'est d'aller passer des hausses de prix pour compenser les hausses de coûts. Donc voilà pour l'aspect conjoncturel. Sur l'aspect plus structurel, et quand j'entends Monsieur Boniface, Pascal Boniface dire, au fond, l'impact du 11 septembre, pas grand-chose. Alors je veux dire, quel va être l'impact du Covid finalement, hein? Le naturel revient au galop. J'ai quand même essayé de me poser des questions très simples en disant, au fond, est-ce que le Covid va modifier le comportement des consommateurs à long terme? Je ne parle pas aujourd'hui, bien sûr, ils ont été achetés sur Internet, etc. Okay. Mais est-ce qu'à long terme ou à moyen terme, est-ce que le Covid va changer le comportement de nos amis distributeurs? Je dis bien nos amis, bien sûr. Vous m'avez bien compris. Est-ce que le Covid va changer le comportement des collaborateurs et l'état d'esprit et la façon de manager? Est-ce que l'inflation qui va avoir lieu maintenant, je pense que Pascal Lamy pourra le confirmer, mais dans les mois à venir, en tout cas nous on n'a que des hausses considérables qu'on n'a jamais vues avant, sur tous nos emballages, matières premières et le transport bien sûr. Est-ce que cette inflation est durable? Et enfin, est-ce que finalement tout ça va changer nos investissements, notre stratégie, notre supply chain? Voilà les questions auxquelles j'essaye de répondre très modestement. Très modestement. Concernant les comportements des consommateurs, si le Covid devait cesser demain, moi je pense qu'il serait vite oublié, hein, ça c'est sûr. Et cette pandémie ne change pas la façon de consommer. Je ne parle pas de l'aspect ponctuel de passer par Internet pour acheter ces produits. Mais je pense quand même que c'est un accélérateur. C'est-à-dire que toutes les tendances qui étaient là avant se confirment. Je veux parler de la recherche des produits locaux. Il y a un engouement incroyable des consommateurs pour les produits locaux. Notre marque qui est là, je vous conseille d'ailleurs d'aller acheter dans les meilleurs supermarchés suisses, a un succès incroyable. On a relancé le cornichon suisse il y a 4 ans. Il n'y en avait pas. On a créé cette marque Hugo et on a un succès considérable avec cette marque, avec un produit beaucoup plus cher que les autres. Mais on attire à la fois la confiance et la sympathie. Et pour avoir parlé avec d'autres industriels de l'agroalimentaire, c'est partagé. Donc il y a certainement, et d'ailleurs vous-même, vous allez certainement chez le paysan du coin acheter vos patates, 2-3 produits, la viande, voilà, on a chacun ses filières. Donc il y a une relance des produits locaux. Il y a une recherche de produits sains, ça c'est sûr, le bio est en pleine expansion. Ce qu'on appelle nous le clean label, c'est-à-dire les étiquettes propres. Vous savez, quand vous avez un bocal ou quand vous prenez un produit alimentaire, vous regardez derrière, vous regardez les numéros E, les conservateurs, les colorants, etc. Et en fait, les consommateurs n'en veulent plus. Et surtout les jeunes. Moi, ma génération, moi, j'ai jamais regardé une étiquette quand j'avais 20 ans, 25 ans. J'achetais, voilà. Aujourd'hui, ils regardent. Et on veut des produits propres. Ensuite, une alimentation plus équilibrée. Certains peut-être connaissent le Nutri-Score. Maintenant, il y a des lettres sur les produits. Vous avez A, B, C, D, E. Alors, si vous êtes fit et tout, vous prenez du A. Bon, c'est moins bon, hein, mais c'est comme ça. Hein. Nous, on nous a demandé de passer les cornichons en A. Alors voilà, on l'a fait. Ça a changé le goût, mais on en a fait des comme ça. Vous avez mangé 3 cornichons par semaine. Je vous engage à en manger plus, mais ce n'est pas ça qui va changer votre poids. Mais bon, voilà, il faut être A. Et puis, quelque chose de fort, et qui m'intéresse plus que le Nutri-Score, c'est le fair trade, le commerce équitable. Nous, on l'a lancé il y a quelques années. On a développé des fermes de commerce équitable en Inde et on le fait aujourd'hui au Sri Lanka. On a beaucoup peiné il y a 10 ans et aujourd'hui, ça marche. On nous demande du fair trade. On nous demande des labels qui rassurent. On nous demande des labels d'éthique. Alors, est-ce que c'est le Covid qui fait ça? Moi, non, je pense que c'est un accélérateur, une prise de conscience des gens sur ce qui est important dans la vie, finalement. Se nourrir bien, se nourrir sainement, se nourrir équilibré. Et puis, l'environnement, je pense qu'il y a des consommateurs, on le voit sur notre site internet, qui regardent ce qu'on fait en termes d'écologie, de développement durable. Ça les intéresse.
Pour nous, c'est très important parce qu'on est quand même passé un bon moment de ma vie professionnelle sur les prix. Hein, voilà, on parlait des prix. Et c'est en train de changer. Donc je regrette d'avoir l'âge que j'ai aujourd'hui parce que j'aurais bien aimé vivre cette partie maintenant où on va parler peut-être d'autre chose que des prix. Donc il y a un changement du comportement des consommateurs. Second sujet, les distributeurs. Nos amis les distributeurs. Donc quand même, dans l'agroalimentaire, il faut savoir qu'aujourd'hui et depuis les années 70, les patrons de l'agroalimentaire sont les distributeurs. Même des Nestlé et des Mars tremblent quand un distributeur dit, écoutez, ouais, vos produits, on va les foutre dehors. Et puis voilà. Et d'ailleurs, il y a eu un bras de fer, je crois, il y a 2 ans, entre Nestlé France et une grande chaîne, je ne sais plus laquelle, où Nestlé a dû vraiment négocier. Et Nestlé, c'est le premier agroalimentaire dans le monde, quand même. Hein, voilà. Donc, et on parlait d'ailleurs c'est vous, je pensais, de 90 kilos, 60 kilos, etc. Là, c'est pas 90, c'est 60 kilos. Hein, c'est Leclerc contre 100 millions de... Enfin voilà, c'est considérable. Ce sont nos partenaires, nous on aime bien dire partenaires. Alors, est-ce qu'ils changent? Eh bien, écoutez, oui et non. Non et oui, plutôt. Non, parce que pendant la période Covid, on a quand même reçu des appels d'offres. Alors, l'appel d'offres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acheteur, il appelle, il dit, voilà, maintenant, on va revoir un peu l'assortiment, on va falloir nous faire des prix beaucoup plus bas, il y a de la concurrence, etc. Donc, en pleine pandémie, on nous colle des appels d'offres. Et ça continue. Mais ça, c'est le travail des acheteurs, ils font leur travail. Ensuite, plus fondamentalement, à un niveau plus haut, le sujet, c'est d'avoir des accès plus hauts. Ça, c'est encore un autre sujet pour nous PME. Il y a une vraie volonté des distributeurs, bien sûr, d'adhérer au mouvement global qui est le développement durable, l'environnement, le transport, il faut aller par rail, le plastique, il faut l'enlever, etc., etc. Donc il y a une vraie volonté des distributeurs. Alors là encore, ce n'est pas le Covid, mais je crois que c'est une conséquence du Covid de vouloir améliorer les choses de ce côté-là. Nous, pour nous, PME, le sujet, c'est qu'évidemment, changer les emballages, passer par le rail, faire tous ces efforts qu'on fait pour l'environnement et le développement durable, ça a un coût. Et évidemment, là, le distributeur dit « Ah oui, mais on ne peut pas, en concurrence, il faut baisser les prix ». Et en plus, le Covid a créé dans certains pays, et je pense en France, une certaine précarité. Donc il faut à la fois améliorer les prestations, et baisser les prix, ce qui est compliqué pour nous. Mais enfin, nous, dans notre industrie, c'est un grand écart qu'on connaît depuis longtemps. Donc il y a un changement des distributeurs quand même qui est encourageant malgré tout. Troisième sujet que je voudrais aborder, c'est le changement du comportement des collaborateurs et des méthodes de travail. Alors évidemment, c'est là-dessus qu'on a le plus appris, hein, le télétravail. Pendant des semaines, il n'y a plus personne au bureau, tout le monde en télétravail. Et ça marche, ça marche. Pour moi, ce n'est pas durable parce qu'à un moment donné, il faut se voir, il faut du présentiel, il faut pouvoir... voilà, c'est souvent, vous savez, à la machine à café ou dans des trucs impromptus qu'on traite des vrais sujets. Ce n'est pas sur une vraie réunion organisée, ce n'est pas là où on est le plus créatif. Mais le télétravail, ça marche, évidemment, pour certains postes plus que pour d'autres. Donc l'expérience de Redzel, c'est que on a gardé 1 jour par semaine en télétravail, 2 si chef de service est OK, mais pas plus. Voilà. C'est les décisions qu'on a prises là ces derniers jours. Après, la deuxième chose qu'on a appris, c'est la visioconférence. Alors ça, évidemment, c'est bluffant, quoi. Alors évidemment, on s'est équipé. Et on a réussi à faire des visioconférences Sri Lanka, Inde, France, Suisse pour une petite boîte comme la nôtre, avec 5 personnes à l'écran, les documents qu'on s'envoie et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça formidable et ça marche bien. Ça marche bien. On a renforcé quand même le système d'information, mais après l'avoir fait, ça marche bien. Et on va garder ce système. Ça, c'est un héritage du Covid, c'est sûr. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui venait nous voir en Suisse pour une demi-journée, pour une réunion, bah, il ne le fera plus. Hein. On fera de la visio. Par contre, il viendra peut-être pour 3-4 jours, pour plus longtemps. Donc on ne va pas annuler le présentiel, mais on va faire du présentiel plus intéressant, plus profond. On va arrêter ces voyages pour 2 heures de réunion. Donc ça c'est un aspect positif. Après, moi, la dernière fois que j'étais au Sri Lanka et en Inde pour voir les filiales, c'était en février. Je suis parti juste limite quoi, de l'Inde. C'était en février 2020. Donc ça fait maintenant près de 2 ans que je n'ai pas mis les pieds ni en Inde, ni en Sri Lanka. On a quand même des intérêts importants et des collaborateurs. Et on a un expat sur place
qui s'est pratiquement indianisé, mais voilà, il est là, et lui, il n'a pas quitté l'Inde maintenant depuis presque 2 ans. Donc voilà, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Est-ce que l'Inde, c'est une start-up pour nous, on l'a créé il y a une quinzaine d'années, on a acheté le terrain, on a embauché, on a tout fait nous-mêmes, on est à 100%. Est-ce que je le referai aujourd'hui, après le Covid, ou est-ce que moi, je ne le referai pas? Je suis un peu manque d'énergie peut-être, mais est-ce que les nouveaux managers qui me succèdent le feraient? Peut-être pas avec le même enthousiasme que je l'ai fait il y a 15 ans. Et pas à cause du Covid, simplement, c'est un souvenir qui est gravé de dire, putain, on n'a pas voyagé depuis 2 ans, on était bloqué, c'était compliqué. En plus, bon, là, je vous parle de l'Inde et du Sri Lanka, ce sont des pays compliqués, hein, compliqués sur tous les aspects. Donc ça change un peu, effectivement, la réflexion là-dessus. Ensuite, moi, je suis d'une génération où on a appris à prévoir, à gérer le risque, à faire de la stratégie, à rentrer dans un cadre. Les réunions sont à l'heure, tout ça, ça roule. Et voilà. Et moi, je crois qu'on rentre maintenant dans un univers. Je sais pas moi qui l'ai inventé. J'ai trouvé ça. C'est un coach qui m'en a parlé. C'est pas mal. Je trouve ce qu'ils appellent le VUCA. En anglais, c'est VUCA. C'est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et moi, ce matin, j'ai pris le train à 7h45 à Rolle, et je devais ici arriver à 8h12, et à 8h21, je devais être ici tranquille pour m'installer mon casque, etc. Et à Gland, il y a la plateforme du train qui s'est bloquée. Voilà. Et ça m'a plombé pas mal le voyage, et ça peut vous plomber une journée. Alors vous avez soit la réaction que j'ai eue, c'est-à-dire tu demandes à ta voisine, mais quand c'est le prochain train, tu appelles ton assistante, il faut appeler absolument la banque cantonale, je vais être en retard, ça j'y arriverai pas, demander à Pierre Meyer qui m'écoute à côté de ne pas me supprimer mon crédit bancaire parce que je ne suis pas à la réunion, etc. Enfin vraiment, voilà, c'est épouvantable. Ça c'est la... Ou bien vous avez une réaction qui sera celle, je l'espère, des futurs managers, cool, c'est pas grave. On va être en retard. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Est-ce que ça va... Non. Restons tranquilles. Et voilà, je crois qu'il va y avoir un changement dans le management des futures années parce que je crains que le Covid soit... voilà, il y a le Covid, mais après le Covid, il y aura un Covid ou que sais-je encore. Et il y aura encore plein d'inconnus et d'incertitudes qui fait qu'on ne pourra plus gérer ses émotions, sa propre vie, celle de son entreprise. Je le crois de la même manière. Bonne chance aux successeurs, mais je crois qu'il va falloir s'adapter. Donc voilà, changement de management, oui, il faudra apprendre l'agilité, la souplesse, la fluidité, penser à l'adaptation, ce qu'on appelle, certains coachs appellent ça l'intelligence adaptative. On aura une intelligence réactive, voilà, on réagit tout de suite, comme j'ai fait dans le train ce matin. Et pourtant, j'avais rédigé ce truc-là, voilà, ben non, j'ai pas réussi. Ou l'intelligence adaptative, il dira, ah non, mais c'est pas grave, le marchepied ne sort pas, on verra, on verra. Ou plutôt, pas on verra, on ne sait pas. Je crois que c'est ça qui est important. Le on verra, déjà, vous voulez voir. Et moi, je crois que plutôt on dit on ne sait pas. Et apprendre, on ne sait pas. L'inflation. Alors là, aujourd'hui, nous, je ne sais pas si dans vos secteurs, pour les entrepreneurs qui sont là, vous connaissez l'inflation, mais nous, c'est une horreur. Le transport routier a doublé. Les containers qu'on fait venir d'Inde, ils ont commencé par doubler, quadrupler, on est à puissance 10 là. C'est-à-dire qu'on a arrêté toutes nos importations pour octobre, novembre, décembre en espérant qu'on aura... Enfin, on n'espère pas, on s'est quand même calculé qu'on aura assez de stock pour tenir, mais on ne peut pas se payer des containers à 10 fois le prix parce qu'on ne peut pas répercuter ça dans nos prix, c'est très simple. Donc voilà, on bloque. Alors évidemment, la conséquence, c'est que notre patron en Inde, il dit OK, mais alors où je mets la marchandise? Enfin voilà, toutes les conséquences collatérales de cela. Pourquoi le transport augmente? Je pense que Pascal Lamy le dira mieux que moi, mais il y a une congestion, il y a une série de congestions dans les ports chinois, il y a eu des Covid en Chine, il y a une reprise du commerce, il y a des transbordements qui ne se font plus à Colombo. Il y a un certain nombre de raisons qui fait multiplier par 10. C'est pas rien. Voilà. Est-ce que ça va rester ou pas? Ensuite, vous avez le verre qui augmente de 10%. Le verre, donc c'est ça, c'est beaucoup. Nous, on travaille beaucoup avec le verre. Évidemment, on est des vendeurs d'emballage. Et d'ailleurs, il y a des jours où je me demande si je devrais pas être dans l'emballage, parce que les EBITDA sont entre 20 et 25% quand nous, on est à moins de 10. Donc voilà, ça peut faire réfléchir. Mais il y en a
Pascal Boniface, Pascal Lamy connaissent l'histoire de BSN. Donc voilà, le verre plus 10, c'est le coût de l'énergie. Le fer blanc, on utilise des boîtes, plus 40%. Le plastique, entre 10... Bon voilà, donc une inflation considérable. Nous, évidemment, conjoncturellement, ça nous oblige à aller voir nos clients, nos chers clients, nos amis, nos partenaires, et leur dire, voilà, on va augmenter les prix de 5 à 10%. Hurlement, mais jamais, faut pas, on va baisser les prix parce que, voilà, le disque... Bon voilà, donc c'est usant. Heureusement, je ne suis plus au front, donc ça va. Mais c'est usant pour mes collaborateurs d'aller faire ça. Et la question qu'on peut se poser au fond, c'est est-ce que cette inflation est durable? Alors ça, je ne sais pas. Mais il y a deux choses dont je suis convaincu. C'est que la mondialisation a apporté la baisse des prix. Donc la relocalisation ou la déglobalisation, est-ce qu'elle va apporter une hausse des prix? C'est une question. Et la deuxième chose dont je suis certain, c'est qu'on parle à tort et à travers, et moi je suis absolument à fond là-dedans sur l'environnement, le développement durable, et donc CO2, carbone, zéro, plus de plastique, plus de camions, que du train, etc., etc. Enfin, tout ce que vous connaissez sur le développement durable, mais ça a un coût. Ça a un coût. Nous, quand on va aller voir nos clients, on dit on enlève le plastique, il va falloir qu'on le remplace par quelque chose. Ça a un coût, tout ça. C'est un coût d'investissement, un coût d'innovation, et puis un coût dans les matières premières et un coût dans la façon de faire. Transport par rail, par exemple, en Suisse, c'est beaucoup plus cher que le transport routier. À chaque fois qu'on a offert le transport par rail à la Migros, par exemple, ils étaient d'accord jusqu'au moment où on leur dit voilà ce que ça coûte. Ah ben non, finalement, on va continuer le transport routier, c'est bien aussi. Donc, mais comme il y aura une tendance de fond sur l'environnement, je pense c'est quelque part, en tout cas à court terme. Après, peut-être les choses se restabiliseront, mais c'est inflationniste. C'est inflationniste. Donc, je pense qu'il y aura une inflation durable des prix. Voilà pour l'essentiel. Ensuite, sur le supply chain, sur notre stratégie d'investissement, comme je le disais tout à l'heure, les investissements qu'on a fait en Inde il y a 15 ans, est-ce qu'on les ferait aujourd'hui? J'espère que oui, mais voilà quand même, si demain on m'offre de faire une filière capre à Madagascar, ben voilà, on dirait attendons, c'est quoi alors la géopolitique, géoéconomie, Madagascar, oh là là, le régime politique il est comment? Est-ce qu'il y a de la corruption? Oui, il y en a un peu quand même, bon, c'est loin, il faut y aller, il faut faire venir des containers, donc c'est peut-être plus simple de faire des capres. En France, ça va être compliqué, mais peut-être au Maroc. Alors le Maroc, alors le Maroc, comment ça va? Et là, on va lire, on va se renseigner, on va faire un appel au Pascal, et on va regarder un peu comment il prévoit l'avenir. Mais c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué, je crois, aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ou 15 ans, on y allait tête baissée, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, en tout cas. Toujours une nécessité d'une plus grande traçabilité, c'est sûr. Nous, on travaille avec 5000 agriculteurs en direct en Inde, on travaille avec les agriculteurs en Europe centrale, en Suisse, en France, et on travaille beaucoup sur la traçabilité, c'est-à-dire de la graine au bocal, on maîtrise, mais ça a un coût aussi, ça a un coût dans le système d'information et dans l'organisation. Mais elle est demandée, je crois, par les consommateurs, et nous, ça fait partie de notre éthique. Et puis, un gros travail sur la transition agricole, vous avez compris qu'on était très lié à l'agriculture, le bio, la baisse des intrants chimiques, même s'il y a eu un 2 fois non en Suisse récemment hein, sur ce sujet, les économies d'eau, etc. Donc ça, c'est nos grands challenges des années futures. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur une modeste PME. Je ne sais pas si je suis en 40 ou en 10 minutes, parce qu'à Sciences Po, on apprenait 10 minutes pour ces messieurs doivent s'en souvenir pour le grand oral. Donc conclusion très provisoire. C'est la théorie de l'élastique, il revient souvent au même endroit. C'est la théorie du naturel revient au galop. Donc il n'y aura pas de grand changement, mais il y a des tendances qui s'affirment. Je le répète, le bio, l'étiquette propre, le retour au local, donc une démondialisation, la prise de conscience pour une planète propre, c'est sûr. Et moi, je suis optimiste sur même si Pascal Lamy disait que la géopolitique allait prendre dessus et que ça allait être compliqué pour les PME, c'est très probable. Les tendances aujourd'hui pour une PME comme la nôtre sont bonnes parce qu'on va pouvoir parler autre chose que de prix et mettre en avant nos valeurs et notre capacité
à investir sur des nouvelles technologies, sur l'innovation, sur de nouveaux emballages, sur de nouveaux produits. Donc je pense que pour une entreprise comme la nôtre, nos défis seront, je reprends, la relocalisation, c'est-à-dire, oui, demain, j'irai plutôt construire une usine, alors c'est pas local, mais pour nous c'est local, j'irai plutôt construire une usine en Serbie et avoir développé l'agriculture en Macédoine, au Kosovo, dans ces régions-là, je vais répéter Madagascar, j'ai rien contre les Malgaches, mais comme voilà. Donc c'est une forme de relocalisation. L'environnement, c'est certainement un grand défi qui est le nôtre, et c'est bien comme ça. Et puis ce qu'on appelle le management adaptatif, c'est-à-dire une capacité de nos managers à s'adapter sans arrêt à des changements très, très brutaux. Voilà, je vous remercie.